Ok, merci pour l'invitation et désolé, c'est vrai que j'aurais bien aimé être là hier aussi, donc je vais peut-être, enfin sûrement redire des choses et vous infliger encore quelques chiffres, je suis désolé. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit que, disons, l'intérêt des chiffres est limité, mais quand même, pour au moins, disons, j'ai essayé de le faire un peu moins à la hache que d'autres enquêtes, grâce aux données, disons, grâce à l'existence du CNRS et au fait que c'est un des seuls organismes pluridisciplinaire qui centralise encore des données. Je ne sais pas pour combien de temps, mais disons que ça existe. Et voilà, disons, j'ai profité de ça. Alors, comment est-ce que j'en suis venu à travailler là-dessus? Effectivement, je suis physicien, donc a priori, j'ai rien à voir avec ce genre d'études qui est plutôt, on va dire, des études de sciences sociales ou à la limite de stats, si on veut, ou des économètres. Et en fait, donc moi, j'ai fait pas mal de vulgarisation, je continue à en faire, même si un peu moins qu'avant. Et il se trouve, donc j'ai été chargé de mission au CNRS pour les maths et la physique, pour la communication en fait. Donc j'étais censé être l'interface entre les chercheurs et le service de communication, enfin le bureau de presse du CNRS. Donc essayer de détecter des trucs intéressants qui se passaient dans les labos, qui ne viennent pas spontanément, sauf quelques chercheurs bien identifiés qui font toujours remonter leurs trucs, mais ils ont en gros, cette interface-là n'est pas très active. Et donc ensuite dialoguer avec le service de presse pour essayer de vendre les nouveautés côté physique et maths qui, comme ce sont des disciplines un peu fondamentales, ont un peu de mal à être représentées dans les médias. Donc je retrouve pas mal d'éléments dans ce qui vient d'être dit. Et au moment de la réforme, enfin d'une des réformes du CNRS à l'époque de Bernard Larouturou, donc ça devait être en 2005 ou 4, c'est ça, oui. Bon, donc comme j'étais par là et que j'étais un des rares qui s'intéressait aux questions de vulgarisation, on m'a dit ben, on aimerait bien ouvrir un chantier sur les chercheurs et la vulgarisation, et notamment vers les écoles, en fait. C'est ce en gros, c'était le seul public qui leur semblait intéressant. Donc ils m'ont dit, est-ce qu'on pourrait quand même voilà, essayer d'avoir des propositions? Donc ils m'ont mis là-dedans. Et je me suis dit quand même, avant de partir dans des recommandations et de discuter, est-ce que les chercheurs font assez de vulgarisation ou pas, j'aimerais bien avoir au moins une base de discussion et de savoir, je demandais aux gens qui étaient impliqués à la direction de l'information scientifique et technique au CNRS, quel est le pourcentage, en gros, pour avoir un ordre de grandeur, ça c'est un peu l'éthique des physiciens, c'est un ordre de grandeur des chercheurs actifs en vulgarisation, c'est quoi? Et les réponses allaient de 1% à 50%. Donc je me suis dit, il y a peut-être quand même un peu de marge pour essayer de faire une étude un peu plus précise là-dessus. Et donc voilà, il se trouve que les chercheurs du CNRS donc, remplissent tous les ans ce qu'on appelle un CRAC, donc un compte rendu annuel d'activité. Et dans ce compte rendu annuel d'activité, il y a une case depuis pas mal de temps sur les activités alors je crois que ça s'appelle de diffusion de la culture scientifique, enfin quelque chose comme ça. Et depuis 2004, ces cracks-là sont remplis sur Internet directement, enfin sur le web, et du coup on a accès facilement à tous les fichiers, disons, sous forme numérique. Et donc, grâce à cette mission-là, j'ai eu accès, en fait, tout ça c'est pour raconter pourquoi j'ai eu accès à ces fichiers qui sont normalement confidentiels, puisqu'ils concernent, en gros, chaque année, sur les 11 000 chercheurs du CNRS, il y en a 10 000 et quelques, enfin, pratiquement 90% qui les remplissent effectivement. Donc voilà, on a une bonne masse de données. Malheureusement, ça ne concerne que les chercheurs et pas les ingénieurs ou les autres administratifs qui sont aussi très actifs en vulgarisation. Mais voilà, on n'a pas de données dessus, donc j'en parlerai pas. Euh, donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est bon, les dernières données, donc 2004-2009, donc ça fait 6 années complètes, et j'ai suivi 7536, bon, pour être précis, chercheurs, donc exactement la même population, d'accord? Ce que je veux vous présenter, l'intérêt de ça, c'est que c'est pas une population, parce qu'on va avoir des évolutions, par exemple le nombre d'actions de vulgarisation augmente, mais on pourrait se dire oui, c'est parce que les jeunes entrants sont plus actifs que les vieux qui partent à la retraite, qui étaient dans une autre génération, des choses comme ça. Donc là j'évite des effets, je peux éventuellement étudier ça aussi, mais j'évite ce genre d'effet-là, et je suis exactement les mêmes 7000 et quelques chercheurs pendant 6 ans, et je regarde comment leur propre pratique a évolué. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc j'avais pas de compétences spéciales en statistique, donc j'ai travaillé avec des gens qui en ont, avec des sociologues, et puis un informaticien qui est arrivé comment dire, pas pirater parce que enfin, c'est enregistré, donc à rentrer dans des bases de données de manière
apparemment tout à fait licite. Et donc voilà, on a pu faire surtout des comparaisons. En fait, il y a un des trucs qui m'avait énervé quand j'avais commencé à présenter ces résultats-là en comité de direction du CNRS. Donc le comité de direction du CNRS, c'est tous les directeurs des instituts maintenant, donc qui sont censés être quand même les représentants de chacune des disciplines. J'avais commencé à présenter ça et il y en avait deux qui avaient dit oui, de toute façon, la vulgarisation, c'est pas très intéressant, c'est les chercheurs qui font plus de sciences qui sont lancés là-dedans. Enfin, voilà, c'est un cliché qu'on entend souvent. Mais je me suis dit, tiens, on a ces données-là sur, en gros, 11 000 chercheurs. Si on arrivait à avoir des données scientométriques, c'est-à-dire sur le nombre de publications, l'impact de ces publications, enfin, tout ce qu'on utilise habituellement comme indicateur quantitatif pour décrire l'activité des chercheurs, avec toutes les limites qu'on veut, dont on peut discuter, mais au sens statistique, en tout cas, c'était, disons, c'était l'argument de l'ennemi, on va dire ça comme ça. Eux, ils évaluent, ce genre de personnes évaluent bien l'activité des chercheurs par le nombre de publis. Donc, est-ce qu'on pourrait faire une étude disant, est-ce que concrètement, sur quelques milliers de chercheurs, est-ce que les vulgarisateurs, effectivement ou pas, publient autant que les autres? Voilà. Et donc, c'est ça qui... Pour avoir ces données-là, ce n'était pas évident. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé avec un informaticien. Et donc, je remercie également, évidemment, les gens de la DRH du CNRS qui m'ont passé et continuent à me passer ces données année après année. Alors, donc, je vous l'ai déjà dit, on suit les mêmes chercheurs sur 6 ans. Donc, il va y avoir pas mal de descriptions, mais bon, de manière propre. Ce que j'espère, c'est par rapport à beaucoup d'études, effectivement, même celle de la Royal Society, c'est un peu plus propre. Parce que pratiquement toutes les études, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous envoyez un questionnaire. Alors, on avait vu dans une des études, là on envoie je ne sais plus combien, 1000 et quelques questionnaires, et il y en a 150 qui reviennent. Bon, qu'est-ce qui vous... Et en plus, vous faites, enfin c'est un effet bien connu, si vous faites une enquête sur la vulgarisation, ceux qui font de la vulgarisation sont un peu plus motivés pour répondre que les autres, et vous n'avez aucun moyen de savoir si vos retours sont biaisés par l'activité de vulgarisation ou pas. Alors qu'ici, l'avantage des cracks, c'est que la vulgarisation n'est qu'un petit sous-aspect de ce truc-là, que c'est obligatoire. Donc, a priori, on ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait un biais. Et de toute façon, c'est 90 ou 95% des chercheurs qui répondent. Donc, c'est vraiment une photo. Alors, on peut dire que, comme c'est une petite partie de l'activité des chercheurs, tout le monde ne remplit pas ça de manière hyper consciencieuse. Mais je pense que les biais sont quand même beaucoup moins graves que dans les questionnaires habituels. Donc, on a... je pense, un descriptif assez fidèle de ce qui se passe donc au niveau des chercheurs, donc pas ingénieurs et pas maîtres de conf, etc. non plus, parce que c'est que pour les chercheurs que c'est centralisé et même recensé ce genre d'activité. Donc je vais décrire un peu comment ça évolue au cours de ces 6 années, essayer de trouver quelques déterminants au sens statistique. Donc on en discutera sûrement tout à l'heure, donc le type de discipline, l'âge, etc. Vous voyez qu'il va y avoir de grandes surprises, mais quand même. Et puis, ce qui était le plus intéressant, c'était est-ce qu'effectivement les vulgarisateurs sont ceux qui ne font plus de recherche ou pas? Et est-ce qu'il y a des effets sur la carrière également? Parce que ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Oui, c'est mal vu par les collègues, etc. Donc, on est saqué quand on fait de la vulgarisation, enfin, etc. Et un petit mot sur des choses relativement semblables qui sont la valorisation et l'enseignement. Et puis après, pour lancer la discussion, un peu de discussion sur aussi vulgariser, pourquoi vulgariser, et des critiques de la vulgarisation et la vulgarisation critique. Mais ça, je pense que c'est des thèmes qui ont déjà été pas mal abordés hier par Baudouin notamment ou par d'autres gens. Donc voilà. Et puis quelques propositions pour éventuellement changer un peu les choses aussi pour lancer la discussion. Alors, donc je commence avec quelques chiffres, désolé, mais voilà, c'est quand même la base de ce que je vais vous présenter. Donc, vous voyez, 2004 à 2009, on est passé, donc ici, je considère comme un chercheur actif, un chercheur qui, dans son crack, a mis au moins une action de vulgarisation. D'accord. Et donc, vous voyez qu'il y a une augmentation assez régulière entre 2004 et 2009. Donc, on passe de 25 à 34%, et c'est assez régulier pour être... voilà, ce n'est pas juste un accident une année. J'ai mis aussi en 1989 une étude menée manuellement là, par un chercheur d'ailleurs en physique également. Donc il avait embauché des étudiants, ils avaient dépouillé à la main 1 millier de cracks et ils étaient tombés sur 22%. Donc vous voyez, bon, ça colle à peu près. Donc voilà, ça augmente progressivement, mais l'ordre de grandeur, effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de l'ordre de 30%. D'accord. Et quand on fait des enquêtes par ailleurs, alors
On discutera effectivement voilà, des biais possibles, parce que toutes les autres enquêtes, à ma connaissance, c'est des enquêtes sur questionnaire et avec un retour un peu aléatoire. Donc ça indique dans d'autres pays, comme l'Argentine et le Royaume-Uni, c'est les deux les plus actifs, à ma connaissance, c'est de l'ordre de 70 à 80. Bon, c'est juste pour mettre un repère, on en discutera tout à l'heure. Alors, la première chose importante que permet d'avoir ce recul, le fait d'avoir ce recul temporel en suivant exactement les mêmes chercheurs, on peut déjà faire un tout petit truc rigolo. C'est en 2006, en fait, quand on a eu les 3 premières années d'enquête, donc cachez-vous les 3 dernières lignes, on s'était dit, est-ce que, en gros, tous les chercheurs se valent ou est-ce que, donc en gros, qu'est-ce qui se passe? On a 30% d'actifs chaque année parce que, en gros, on tire à la loterie un tiers des chercheurs. Bon, hein, on peut faire des modèles aléatoires du style, je sais pas, cette année-là, j'ai fait une découverte très intéressante, donc cette année-là, je suis allé la présenter devant les médias, mais les 2 années suivantes, je fais rien parce que, etc. Ou cette année-là, enfin, vous voyez, on peut imaginer que tous les ans, on prend les chercheurs, on en tire un tiers au hasard, et puis ce tiers désigné va faire de la vulgarisation et les autres 2 tiers non. Et comme ça, on peut expliquer le fait qu'il y ait un tiers chaque année. Bon, mais en fait, au vu si vous commencez à regarder, puisque vous avez le recul, maintenant vous pouvez regarder sur les 3 premières années qui avait toujours vulgarisé et qui n'avait jamais vulgarisé. D'accord? Et en regardant ça, on avait prédit en 2006, en faisant un modèle, on avait un peu joué avec les chiffres, et on tombait en fait sur un modèle qui disait il faut vraiment avoir 3 sous-populations vraiment hétérogènes et distinctes pour expliquer le fait que le pourcentage de chercheurs qui ont toujours vulgarisé évolue de cette manière et qui n'ont jamais vulgarisé évolue de cette manière. Et en gros, il faut couper la population en 3. 7% des chercheurs qui en gros, vulgarisent toujours. 43% qui ne vulgariseront jamais, parce qu'en gros, ils considèrent que c'est pas, voilà, ils n'ont pas à le faire ou parce qu'ils ne savent pas le faire, ou etc. Et puis 50% de chercheurs qui, eux, vont vulgariser de temps en temps à cause des événements, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, on avait publié ça, et quand on a cumulé les données jusqu'en 2009, on s'aperçoit qu'effectivement, ça marche pas mal, puisque des chercheurs qui ont toujours vulgarisé, donc si vous supposez que vous avez vraiment une population strictement coupée en 3 comme ça, vous voyez qu'à l'infini, vous allez avoir 7% qui ont toujours vulgarisé. Bon, on n'en est pas très très loin. Jamais vulgarisé, bon, c'était le bon ordre de grandeur. Et en fait, si vous supposez que la population est complètement homogène, au bout de 6 années, il y aurait qu'1% de chercheurs qui auraient toujours vulgarisé tous les ans. En gros, c'est ceux qui auraient eu la malchance d'être tirés à la loterie 6 fois de suite. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une hétérogénéité très forte au sein des chercheurs. Il y a vraiment des gens qui ne sentent pas jamais, qui vulgariseront vraisemblablement jamais. Et d'autres qui sont vraiment accros à la vulgarisation. Donc ça se voit directement ici, sans faire de grosses interprétations. Voilà, donc on avait appelé ça la minorité silencieuse, la majorité ouverte, et puis les très actifs. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez vraiment le 3% des chercheurs les plus actifs, bien, eux, ils font à eux seuls 30% des actions du CNRS. D'accord ? On entend souvent dans les cercles de vulgarisation dire ouais, c'est toujours les mêmes qu'on voit, etc. Bon, voilà, là, vous voyez, c'est toujours les mêmes, c'est ceux-là, à peu près 3% qui font un tiers des actions. Donc, le type d'action, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est conférences, interactions avec la presse ou radio-télé. Les moins courantes, c'est association ou livre. On pourra en discuter, puisque dans les actions, donc je n'ai pas, dans les stades, donc dans mes fichiers, je n'ai pas seulement participé ou pas, actif ou pas en vulgarisation, j'ai vraiment une ventilation en 8 ou 9 catégories, c'est-à-dire concrètement, j'ai écrit un livre et il y a une description, 9 fois sur 10, le chercheur décrit également ce qu'il a fait, c'est-à-dire un article dans la recherche sur les atomes ultra-froids, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup plus de détails que ça, mais je n'ai pas ni les compétences ni le temps d'aller chercher là-dedans. Donc ça va être une des pistes. Il y a 40 000 actions du CNRS, pour ceux que ça intéresse d'aller regarder là-dedans. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'infos, parce que les descriptifs sont brefs, mais on en a vraiment beaucoup. Donc il y aurait des recherches à faire là-dedans, mais je n'ai pas touché du tout. Alors, donc, je continue à caractériser un petit peu. On voit qu'il y a des grandes différences entre les disciplines. D'accord ? Si on regarde en pourcentage de chercheurs actifs, eh bien,
EDD, donc c'est environnement et je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est un des départements du CNRS, c'est peut-être développement durable, un truc comme ça, enfin en gros c'est environnement. Donc ils sont très actifs, sciences humaines pareil, donc c'est les deux les plus actifs. En revanche, les chimistes et les bios sont les moins actifs de tous, alors que souvent on se dit ouais, les biologistes, on les entend quand même beaucoup, mais en fait ils sont très très nombreux. Et si on regarde chercheur par chercheur, ils sont vraiment pas actifs du tout. Je trouve que les femmes vulgarisent plus, enfin en tout cas que les hommes, c'est assez significatif. Et puis, donc je vais y revenir un peu, mais un truc qui peut sembler un peu étonnant au premier abord, c'est que au fur et à mesure que vous vieillissez, vous vulgarisez de moins en moins, nettement. Et pourtant, au fur et à mesure que vous vous élevez dans la hiérarchie, c'est-à-dire que vous passez de chargé de recherche à directeur de recherche pour deuxième ou première classe, vous vulgarisez de plus en plus. Et l'effet est très fort aussi. Donc on se dit, ça a l'air un peu paradoxal, oui, mais en fait, bon, c'est l'intérêt des techniques de statistique, et bon, c'est un exemple de l'intérêt. Disons, on peut facilement comprendre ça avec une image, je vais vous montrer, mais on peut séparer les deux effets. Et puis il y a quelques effets régionaux, puisque j'ai des données aussi sur les chercheurs qui vulgarisent, je sais dans quelle ville ils sont, dans quelle région, dans quelle, etc. Et il y a un effet marrant, donc qui peut peut-être venir de cet effet d'entraînement. Il y a une région qui se distingue de toutes les autres, c'est bon, malheureusement c'est pas la Bourgogne, hein, c'est Poitou-Charentes, et ils font beaucoup plus de vulgarisation que ce que les caractéristiques des chercheurs qui y sont permettraient de prédire. J'ai discuté un peu avec les gens qui font de la vulgarisation et au CNRS notamment. Bon, c'était pas très concluant, disons, les explications, mais ça vaudrait le coup de regarder. Alors, on peut faire ça sérieusement. Alors, je vais passer rapidement, mais pour montrer que j'ai fait ça sérieusement, puisque ça fait beaucoup plus sérieux de présenter ça comme ça. Donc, on peut faire effectivement une analyse statistique standard où vous essayez, enfin, en économétrie, vous mettez le chercheur est-il actif ou pas en vulgarisation. Vous avez toutes les caractéristiques de ces chercheurs là-dedans, et puis vous essayez de voir ce qui ressort. Donc, en gros, c'est exactement ce que je viens de vous dire. L'effet de l'âge, l'effet du grade. Donc, on voit bien que régulièrement, plus vous êtes haut dans la hiérarchie, c'est-à-dire vous passez de CR2, CR1, DR2, DR1, DRCE, plus les actions augmentent. Et puis on voit les effets aussi du genre et des disciplines. Alors juste un petit graphe, parce que c'est plus simple à expliquer, je pense, avec un graphe comme ça, l'effet de l'âge et de la situation hiérarchique. Donc, sur cette image-là, vous avez les différents symboles, c'est des positions hiérarchiques différentes. D'accord ? C'est juste des mesures, tout ça. Et donc, en abscisse, vous avez l'âge. Donc, maintenant, si vous prenez un grade donné, hein, prenons les DR2 par exemple, directeur de recherche de deuxième classe, c'est les carrés rouges, vous voyez bien que au fur et à mesure que l'âge avance, à grade constant, les activités de vulgarisation chutent très très fortement. D'accord ? Et c'est la même chose pour tous les autres grades. En revanche, quand vous avez un âge donné, l'effet d'être, par exemple, à 50 ans, si vous êtes CR1, en gros, vous faites 30% de vulgarisation. Si vous êtes DR2, vous faites 40%. Et si vous êtes DR1, vous faites 45%. Il y a un effet à chaque fois, vous voyez, et donc c'est ces deux effets conjugués qui, en gros, si vous les démêlez pas, ces deux facteurs-là, ça vous donne un effet de l'âge sur les activités de vulgarisation qui est un peu chaotique, mais en gros, on va dire constant. Mais en fait, c'est un mélange de choses, deux effets qui se compensent pratiquement. D'accord ? Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire, en gros, on voit bien ici que on voit un des arguments de Boltanski de ce fameux article de 70 qui, dans mon souvenir, ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, mais c'était ce truc de hiérarchie, mais je n'ai pas retenu d'autres choses, donc on pourra en discuter après si c'était si intéressant que ça. Mais en gros, ce qui ressortait de là, effectivement, c'était, il y a un côté hiérarchique, quoi. C'est-à-dire, en gros, quand on est directeur de recherche, pour plein de raisons dont on pourra discuter, on vulgarise beaucoup plus. En tout cas, on a la légitimité certainement pour le faire. Enfin bon. Alors, donc juste un petit aparté sur l'augmentation de la vulgarisation. D'où est-ce que ça vient, cette augmentation, quand même régulière ?
Pour regarder ça, on peut, je vais prendre, il y a 3 cas différents, donc je les prendre avec trois départements du CNRS différents pour comprendre un peu. Donc le département, par exemple, de l'ingénierie, qui est tout à droite, vous voyez que si vous ne prenez maintenant que le pourcentage d'actifs parmi les ingénieurs, il ne se passe rien. D'accord, il y a juste quelques fluctuations qui sont faciles à expliquer, mais en gros, ça n'augmente pas. En physique, vous voyez, entre 2004 et 2005, on passe de 26 à 34. Et puis après, ça reste stable, en gros, autour de 34. Okay, et puis en chimie, ça augmente régulièrement. D'accord, on passe de 18 à 23, bon, modestement, mais ça augmente. En biologie, c'est à peu près pareil, ça augmente régulièrement. Et en fait, de distinguer suivant les disciplines, ça permet de comprendre certaines choses. Donc ce 60% d'augmentation entre 2004 et 2009, donc dans le nombre de chercheurs actifs, c'est pour certaines, enfin, on peut trouver des causes internes et externes. Donc une cause, une sorte interne, c'est pour la physique. Vous voyez que l'augmentation de la physique s'est vraiment faite en une année, de 26 à 34. Et en fait, pour ceux qui se rappellent, en 2005 c'était l'année mondiale de la physique. D'accord. Et donc, pas mal de chercheurs se sont exceptionnellement, cette année-là, investis dans des actions de vulgarisation. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pourcentage n'est pas revenu à 26 l'année d'après. En fait, on dirait que les gens qui ont vulgarisé exceptionnellement cette année-là ont quand même continué à vulgariser les années d'après. Donc, ça suggère, ça c'est à confirmer, ça suggère que des actions ponctuelles comme ça peuvent avoir un effet quand même à long terme sur l'activité des chercheurs. En revanche, en chimie et biologie, donc c'est un effet beaucoup plus progressif. Mais en fait, ce qui serait intéressant, bon, je ne suis pas rentré dans le détail ici, mais au CNRS, vous avez le découpage en disciplines, comme ici chimie, bio, mais vous avez un sous-découpage plus fin, qui est le découpage en sections, qui sont des sous-disciplines, du style, au lieu de la biologie, c'est la biologie cellulaire ou les plantes, etc. Et en fait, si vous faites le même exercice, mais je ne voulais pas vous assommer avec trop de tableaux, si vous faites le même exercice, mais sous-discipline par sous-discipline, vous voyez très bien en fait que la chimie, toutes les sections de chimie restent stables, comme l'ingénierie, sauf la chimie qui est reliée au nano. D'accord, il y a une section de chimie qui est sur les nanomatériaux, elle augmente. Pareil en biologie, la biologie globalement vue comme discipline augmente, mais en fait, pratiquement toutes les sections de bio restent stables, sauf, alors bon, j'en ai listé, celles qui sont sur les plantes, sur le cerveau et sur les OGM. Enfin, il y en a une quatrième que j'ai plus en tête, on pourra regarder si ça vous intéresse. Mais en gros, ça colle assez bien avec un modèle qui dirait il y a une sorte de demande sociale, bon, avec tous les guillemets que vous voulez, parce que c'est un concept très flou et très discutable, mais bon, on voit bien que sur les nanos, sur les OGM, ou sur Alzheimer, ou etc., bon, disons que les choses bougent plus que sur les chercheurs qui sont en train de faire de la chimie, des polymères, je ne sais pas quoi, enfin des trucs beaucoup plus éloignés, on va dire, de la demande sociale. Enfin, donc voilà, et donc en gros on voit bien que, enfin, on arrive, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on arrive à bien expliquer toutes ces augmentations-là, en fait, soit par des raisons internes, soit par des raisons externes. D'accord ? Mais ce qui est aussi intéressant, on peut regarder, c'est, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc, les chercheurs qui n'avaient jamais vulgarisé jusqu'en 2008-2009. Okay, en tout cas, entre 2004 et 2007, donc 2004, 2005, 2006, 2007, rappelez-vous, je suis toujours les mêmes chercheurs. Hein, donc, de 2004 à 2007, silence total, aucune vulgarisation. Et 2008-2009, ils font quelque chose. Donc, ils se réveillent à ce moment-là. Et je regarde, donc en gros, ils se réveillent parce que donc soit ils sont passés DR, donc ils ont une certaine légitimité, soit eux, ils travaillaient sur des disciplines, enfin des sous-disciplines qui bénéficient d'une certaine attention médiatique, d'accord ? Et donc, mais ce que je voulais voir, c'est est-ce que ces chercheurs-là sont un peu différents de ceux qui vulgarisaient auparavant ? Et en fait, pas du tout. C'est en gros des jeunes DR, hein, pour aller vite, qui étaient qui avaient exactement le même profil que le vulgarisateur standard que j'avais trouvé avant, sauf qu'ils étaient dans les mauvaises disciplines. Et donc là, on est allé pêcher dans les mauvaises disciplines, au sens des disciplines peu vulgarisatrices, mais on prend les mêmes profils, en fait. Alors, donc je passe à la deuxième partie, c'est la réponse à mes chers collègues et directeurs notamment, qui disaient en gros, voilà, ceux qui vulgarisent ne font plus de recherche. Ce qui, par ailleurs, n'est pas du tout de l'avis des journalistes. Enfin, en général, quand on leur demande, ils sont pas vraiment persuadés de ça du tout. Mais parmi les chercheurs, c'est une opinion quand même assez largement, et de moins en moins, je pense, mais assez largement partagée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? On a fait un boulot un peu
un peu fastidieux, mais donc heureusement qu'il y avait cet informaticien. Donc, vous voyez, donc j'ai une liste de 7000, enfin, bon, 7000 chercheurs qui ont vulgarisé, enfin, qui sont dans ma base de données. Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les noms de ces 7000 et quelques chercheurs et on est allé interroger une base de données qui est la base de données la plus robuste, on va dire, dans ce domaine-là, qui est le Web of Science, qui recense pour les chercheurs. Donc on a enlevé tous les gens qui sont en sciences humaines et tous les gens qui sont en maths parce que cette base de données est complètement pas fiable pour ces disciplines-là, d'accord. Donc on a gardé, vous voyez, à peu près 4000 chercheurs sur les 7000 et quelques, donc vous voyez. Et on a fait une recherche, bon je passe sur les détails parce que ça ne vous intéresse peut-être pas, mais c'est difficile à faire parce que vous avez beaucoup d'homonymes. Hein. Si vous voulez chercher les articles publiés par, parce qu'il n'y a que l'initiale par D. Durand par exemple, bah il se trouve que ce D. Durand a publié 3000 articles ces 10 dernières années parce qu'évidemment il y a 20 D. Durand dans votre base et vous ne distinguez pas le D. Durand qui est dans le labo l'UMR 524, etc., avec un autre des Durand qui est un peu... Ok, donc il a fallu quand même pas mal se démener pour faire ça, mais bon, donc faites-moi confiance ou vous me posez des questions après. On a fait ça proprement et on a des données bibliométriques pour 4000 chercheurs. Hein, comme j'ai dit, le Web of Science est faux par moment, il y a des difficultés avec les homonymes, etc., mais on est quand même arrivé à voir le nombre de publications, le nombre de citations sur ces publications et l'indice de Hirsch. Je ne sais pas sur les détails, mais en gros, c'est le nombre de publis importantes qu'a publié, enfin visibles, pardon, qu'a publié un chercheur. Donc, ça vous donne en un seul chiffre, en gros, une évaluation de son activité académique. Donc, il y a plein de limites à la bibliométrie individuelle, je suis le premier à le dire. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il me semble qu'autant on ne peut pas juger une personne sur juste un chiffre, il y a plein d'exemples et puis c'est complètement absurde, autant si vous prenez 4000 chercheurs, ça vous donne quand même des tendances sur l'activité académique, pas forcément sur la qualité des recherches ou l'intérêt à long terme des recherches qui sont menées, mais en tout cas sur ils ne font plus de recherche, ça vous pouvez quand même le démentir. Et donc, je résume rapidement ce qu'on a trouvé ici, donc j'ai classé les populations de chercheurs en actifs, enfin inactifs, actifs et très actifs, que ce soit en vulgarisation, en valorisation, donc c'est ce que j'appelle industrial, mais en fait c'est un peu plus large que ça, et puis en enseignement. Et puis à droite, tout à fait à droite, vous avez la moyenne, d'accord, de toute la population. Et donc vous voyez bien, donc ne prenez que la vulgarisation pour le moment, donc en bleu. Vous voyez bien qu'il y a une tendance assez claire et qui robuste au vu de tous les indicateurs statistiques que vous voulez. Donc c'est significatif statistiquement parlant. Donc ici, ce que j'ai tracé, c'est l'indice de Hirsch normalisé, mais bon, on pourrait prendre d'autres choses. Et on voit que sur ces stats-là, les chercheurs qui sont actifs et même très actifs en vulgarisation ont une activité académique plus forte que la moyenne. D'accord, et plus forte que ceux qui sont inactifs. C'est encore plus vrai pour ceux qui ont soit des contrats soit avec l'industrie, soit avec des organismes publics d'ailleurs. Et c'est un peu plus difficile à interpréter dans le cas de l'enseignement. Une interprétation un peu marrante et provocatrice, mais qui serait à confirmer quand même, c'est qu'en gros, c'est bien d'enseigner un peu. Actif, ça veut dire ici 40 heures par an. Hein. Donc c'est quand même beaucoup moins que ce que font les maîtres de conf. Mais disons, pour la population du CNRS, c'est assez représentatif. Donc en gros, si vous ne faites pas d'enseignement, vous n'avez pas de très bons indices bibliométriques. Si vous en faites un peu, vous montez beaucoup. Et si vous faites beaucoup d'enseignement, donc ici c'est plus de 200 heures, ce qui est à peu près le volume d'un maître de conf, à ce moment-là, ça rebaisse un peu. Mais c'est un peu à la marge quand même. Donc c'est pas... Bon. Ça, on peut en discuter si vous voulez. C'est moins significatif en tout cas que pour la vulgarisation et pour les contrats. Donc ça, c'était le graphe. On peut regarder ça. J'ai tourdu ça un peu dans tous les sens pour être sûr que c'était robuste, ce truc-là, parce que c'est quand même important. Donc vous pouvez par exemple regarder, non pas cet indice de Hirsch, ou etc., mais le nombre d'articles par an, tout bêtement. Donc les actifs en vulgarisation publient 2,38 contre 2,2 et c'est très significatif parce qu'on a quand même 4000 chercheurs, donc c'est quand même énorme. Ces différences-là sont très significatives. Bon, l'indice Hirsch, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous pouvez faire ça à l'inverse, c'est-à-dire vous prenez les gens, l'élite bibliométrique, c'est-à-dire les gens qui publient le plus ou qui sont le plus cités, et vous regardez est-ce que ceux-là vulgarisent plus que les autres. C'est en gros la même chose, mais dans l'autre sens, c'est toujours pour tester la robustesse parce que les trucs statistiques, il faut quand même se méfier un peu. Et
Donc, vous voyez, il y a 44% d'actifs dans l'élite contre 37 en moyenne. Donc, j'ai toujours ORSHS. Donc, vous voyez que ça va aussi dans le même sens. Donc, en gros, vulgarisation et recherche et activité académique font plutôt bon ménage, en fait. Et dernier petit point, dissémination et carrière. Donc, autre chose, on dit souvent que voilà, on a peur de se faire tuer par les commissions, parce qu'en gros, enfin, moi, je me suis fait dire ça par mon directeur de labo dans ma jeunesse. Donc, maintenant, ça a changé. Mais dans ma jeunesse, il m'avait dit, ouais, je vois que tu fais de la vulgarisation, mais ne le mets surtout pas dans tes rapports parce que tu vas te faire tuer. Bon, et donc ici, ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont actifs en vulgarisation, faites-moi confiance, on pourra regarder les chiffres si vous voulez après, sont promus directeurs de recherche. Ce que je regarde vraiment, c'est, disons que c'est le goulot d'étranglement le plus fort au CNRS, c'est le passage chargé de recherche à directeur de recherche. Et c'est là qu'il y a le plus de candidats, etc. Donc j'ai pris les candidats, j'ai regardé toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que j'ai regardé leur nombre de publications, leur sexe, etc., etc., qui d'ailleurs n'a pas d'influence ici, et je regarde est-ce que ceux qui sont actifs en vulgarisation ont plus ou moins de chances, ou autant de chances d'être promus, et en fait la réponse c'est autant de chances, sauf éventuellement un peu en bio, ils ont un peu plus de chances d'être promus en bio, mais en gros ça ne change rien. En gros ça veut dire pour être promu DR, il faut bien publier, c'est le seul truc qui compte en fait. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ces corrélations? Parce que pour le moment, tout ce que j'ai fait, c'est établir une corrélation entre le fait que vous avez beaucoup de publications et le fait que vous faites de la vulgarisation. Mais ça vous vous donne aucune causalité. C'est-à-dire, ça peut être les vulgarisateurs sont vachement intelligents, donc ils publient beaucoup plus, etc. Ou ça peut être vous pouvez imaginer plein de corrélations. Donc, on a listé quelques interprétations possibles et on ne peut pas décider avec nos données entre ces différentes interprétations. Donc, il y en a une qui est bien connue, donc qui remonte à Boltanski ou à Tereshin. Donc, c'est ces hiérarchies sociales et cognitives. En gros, c'est aussi pour lancer la discussion. En gros, dans les labos, vous avez une division du travail, pour être schématique. Les jeunes sont sur des thèses, donc des sujets hyper pointus. Ils vont passer 3-4 ans sur la troisième patte de la drosophile, etc. Alors que les seniors et les DR, eux, ils coordonnent un ensemble de chercheurs et donc ils savent qu'il y a la quatrième et que les mouches ont aussi 3 autres pattes et donc ils peuvent vulgariser sur la mouche. Voilà, et donc en gros, et les seniors ont aussi développé, ils ont des années derrière eux, des cheveux blancs, et ils ont développé un peu de recul sur leur sujet. Et ce recul-là va bien avec la vulgarisation. Les journalistes, ils demandent des trucs avec un peu de recul, donc bon, ça semble assez raisonnable que ces hiérarchies sociales et cognitives se retrouvent également sur la vulgarisation. Un autre effet, c'est que vous pouvez départager la vulgarisation en deux, c'est-à-dire par demande ou par offre. Alors, schématiquement encore, en gros, les portes ouvertes où la demande, c'est les journaux ou la presse. C'est-à-dire qu'en gros, je veux bien que les chercheurs peuvent aller voir les journaux et leur dire publiez-moi ce truc, etc. Ça peut marcher, mais c'est quand même souvent dans l'autre sens que ça se passe. C'est-à-dire que les journalistes ont entendu parler du dernier truc publié dans Science par des Américains, en gros, et ils vont voir quand même le chercheur français pour lui dire commentez-moi ce truc-là. Et qui est-ce qu'ils trouvent quand ils font ça? Ils vont trouver en gros toujours les mêmes, c'est-à-dire les plus visibles. Donc, ils vont trouver les DR qui ont déjà contribué ou qui ont déjà été repérés par les services de com ou tout ce que vous voulez. Donc, en gros, on retrouve là l'élite bibliométrique, si vous voulez. Alors que dans les portes ouvertes ou dans les actions avec les associations ou dans les actions envers les écoles, vous avez quelque chose qui est plus de l'ordre de l'offre des chercheurs. Et là, vous avez d'ailleurs, quand vous regardez les profils des gens qui font ces deux types d'actions, ils sont assez différents en fait. D'accord ? Donc bon, il y a cet effet-là qui peut compter. Donc le capital symbolique académique qui donne légitimité, donc ça va un peu avec le point numéro 1. Donc ça, c'était aussi dans l'article de Boltanski. Une hypothèse optimiste, mais complètement invérifiable ici, c'est que, en gros, quand vous vulgarisez, vous échangez avec des gens qui ne sont pas dans votre domaine, par définition de la vulgarisation, et donc ils vous posent des questions que vous n'étiez jamais posées. Donc ça arrive, clairement, cet effet, ces choses-là arrivent, et ça vous donne une autre perspective sur votre travail, et du coup, ça vous permet de publier différemment et éventuellement plus. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, on boucle, la corrélation serait dans l'autre sens. Bon, difficile à quantifier, même si on sait que ça existe.
Et en fait, on voit, ce que je vous ai montré, c'est que les vulgarisateurs, en fait, quand vous regardez, il pourrait y avoir deux théories. C'est-à-dire, une, c'est la vulgarisation, ça me prend du temps. Donc, ça m'empêche de faire des articles et ça m'empêche d'enseigner et ça m'empêche de valoriser, enfin, de faire des contrats. D'accord, c'est une sorte de temps constant et puis je vais répartir ce temps constant entre différentes activités. Donc plus j'en fais d'une, moins j'en fais d'une autre. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que les gens qui vulgarisent sont aussi plus actifs en valorisation, aussi plus actifs en enseignement et aussi donc plus actifs en publication. Donc est-ce qu'il y a des sortes de profils actifs, on va dire, ou ambitieux, ou ouais, vous pouvez mettre d'autres adjectifs si vous voulez, qui en gros font un peu tout ça parce qu'ils ont un ego un peu différent d'autres personnalités, j'en sais rien. Voilà, c'est des choses qu'on a imaginées, donc j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres aussi, donc je suis tout à fait preneur d'autres explications pour ces corrélations qu'on constate. D'accord. Alors je vais aller plus vite là, puisque vous en avez déjà parlé sûrement hier et puis donc juste maintenant. Voilà, ce matin. Donc, pourquoi vulgariser? Donc, je confirme le fait qu'en gros, on en est au déficit mode. En gros, c'est, voilà, on va propager la bonne parole. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais quand on dit diffusion de la culture, etc., le mot diffusion, si vous regardez ce mot-là, bon, il est clairement très actif vers le passif. Et c'est même, si vous regardez l'étymologie et l'histoire de ce mot-là, il a été employé, en fait, il rentre en français pour parler de diffuser la parole divine au Moyen-Âge. Donc la diffusion, au départ, c'est diffuser la bonne parole au sens chrétien du terme. Bon, voilà, ça reste d'actualité, je pense. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je reviens aux limites de ces enquêtes-là et des cracks ici aussi, évidemment, enfin de ce que j'ai fait ici, c'est que quand vous demandez, vous voyez, dans des questionnaires, vous posez la question, pourquoi est-ce que vous vulgarisez? Donc, ça, informer le public sort très fortement, mais il sort aussi plein de raisons de bonne conscience morale, du style, voilà, on est payé par le public, donc il faut qu'on rende ce service au public, ou c'est mon devoir moral, etc. Et en fait, quand vous faites des interviews de chercheurs, on en a fait pas mal, en gros, ils disent, ouais, en fait, j'aime bien faire ça. Et puis après, ils justifient ce truc-là. Mais concrètement, enfin moi, ce que je retiens des quelques dizaines d'interviews, mais bon, c'est à débattre aussi, c'est en gros les chercheurs qui font ça, c'est parce qu'ils aiment bien faire ça. Honnêtement, c'est la seule raison. Ils trouvent du plaisir à faire ça. Alors, est-ce que je vais vraiment passer du temps là-dessus? Parce que peut-être pas trop. Hein. Je crois que vous en avez déjà parlé. Donc c'est vraiment, voilà. Pourquoi est-ce qu'il faudrait vulgariser? Pourquoi est-ce que le public, pourquoi est-ce que le public aurait besoin de vulgarisation? C'est quand même une question qu'il faut se poser à un moment ou à un autre, et la réponse, je trouve, n'est pas évidente. Donc les critiques de la vulgarisation, là je passe très vite pour le débat, donc la vulgarisation critique, vous en avez sûrement parlé aussi. Donc on avait fait quelques propositions, puisque une question que vous avez posée, c'est est-ce que le CNRS a tiré quelques enseignements de ça? Donc on avait fait des propositions à Larouturou, disons, qui reprennent en partie ce truc-là. Évidemment, avant qu'on fasse les propositions, Larouturou avait été viré, donc évidemment, c'était pas très encourageant. Mais en gros, on avait dit qu'il faudrait que... En gros, on dit que c'est un changement culturel. Okay, c'est-à-dire les chercheurs, bon, ils font de la vulgarisation. Ceux qui aiment bien font de la vulgarisation, mais ce n'est pas du tout un truc qui est intégré dans la vie normale d'un chercheur. Et donc, si on veut vraiment faire changer ça, il faut qu'au moins l'institution le reconnaisse formellement, donc du style un correspondant communication dans tous les laboratoires. Il en existe déjà pas mal, mais disons qu'il soit pris un peu plus au sérieux. Et on pourrait très bien imaginer une médaille d'argent pour le meilleur vulgarisateur de l'année du CNRS, un truc comme ça. Parce qu'il existe des médailles, vous savez, au CNRS de bronze, d'argent et d'or. Et en fait, juste en 2011, là je viens de voir, donc on a créé les médailles d'argent de valorisation. Donc on peut très bien le faire pour le vulgarisateur. On l'avait proposé il y a 5-6 ans, bon ça n'a jamais été fait. Et donc il y a tout un travail, en tout cas, je viens au troisième point, là, disons, voilà, idéalement, ce qu'il faudrait arriver à faire, mais ça c'est quelque chose qui demande un changement culturel, c'est arriver à définir l'excellence scientifique, non seulement avec le nombre de publics, mais qui inclurait la réflexion et l'engagement social. Donc ça suppose évidemment une refonte totale des politiques de financement et de reconnaissance, avec d'ailleurs un travail patient et long de construction d'indices et d'instances d'évaluation, etc., etc. Voilà, donc je résume. La vulgarisation, ce qu'on trouve, c'est elle est faite par l'élite, avec, j'ai oublié les 4 ou 5 guillemets qu'il faut là, de chercheurs au sens activité académique, hein, les grades élevés et puis ceux qui publient beaucoup, par les sciences sociales et l'astrophysique, mais peu par les biologistes ou les chimistes. La vulgarisation augmente
en gros par la demande, hein. Elle est peu reconnue mais pas préjudiciable. Le but des chercheurs, c'est vraiment d'informer le public, on le retrouve. Et donc juste un petit mot, donc on a fait récemment un numéro spécial de Public Understanding of Science, donc qui est sorti en janvier 2011, où on a essayé de rassembler toutes les études statistiques qui avaient été menées. Et en gros, on retrouve, comme tu disais tout à l'heure, enfin, on retrouve les mêmes choses partout, quand même à ce pourcentage de vulgarisateurs près, qui est quand même assez différent suivant les pays, mais bon, pour des raisons obscures. Mais en gros, ce profil que je vais brosser dans les lignes précédentes, on retrouve ça partout, en fait. Donc il semble vraiment y avoir une sorte de moule universel du chercheur et des rapports avec la société via la vulgarisation. Et donc je finis sur le même constat, hein, qu'il manque quand même, donc la socio des sciences, la sociologie des sciences a quand même apporté énormément sur tout ce qui est relations sciences et société, mais sur la vulgarisation, qui est quand même un des aspects, peut-être pas le plus important, mais quand même un aspect important des relations sciences et société, il n'y a pas de travaux, sauf quelques trucs un peu récents, mais qui, disons, pas de l'ampleur de ce qu'il y a eu sur sciences et société en général, et donc ça, c'est un peu dommage. Voilà, merci. Merci Pablo. Peut-être, comme on l'a pas prévu, peut-être une ou deux questions rapides qui appellent une ou deux réponses rapides. Et puis on fait la pause et pour ensuite lancer un débat tranquillement. On demandera à Elsa de revenir et à Philippe d'animer ce débat. Une réaction rapide, une question spontanée. Elsa, oui. Deux questions. En fait, la première, c'est, sachant que vous avez gardé le même échantillon de chercheurs de 2004 à 2009, comment est-ce que vous pouvez être sûr que c'est pas parce qu'ils ont monté en grade que le nombre d'actions de vulgarisation a augmenté? C'est-à-dire que s'ils ont tous progressé dans la carrière, c'est normal qu'il y en ait plus. Mais ça ne veut pas forcément dire que à âge égal. D'accord, oui. Alors j'ai contrôlé, donc je n'ai pas montré les chiffres ici, mais disons, j'ai aussi l'échantillon en fait où j'ai année après année les actions sur les 10 000, enfin, qui changent chaque année du coup. Et donc j'ai aussi j'ai regardé le pourcentage de vulgarisateurs. Pardon. Donc j'ai deux échantillons. L'échantillon constant, donc c'est celui que j'ai présenté ici, puis un échantillon qui varie d'année en année, mais en fait ils se ressemblent beaucoup en fait. Il y a il y a des petites différences, mais vraiment à la marge en fait. Du coup c'est effectivement, mais ça aurait pu. Je me demandais s'il y avait une différence justement entre constant et pas constant. On peut regarder tout à l'heure, mais elle est minime en fait. Donc peut-être que ça explique une toute petite partie de l'augmentation, mais marginalement. Ouais. Ma deuxième question concernait le nombre de publis, idem. Le nombre de publis, quand on augmente en grade, on récupère toutes les publis de ces thésards en fait. Il y a aussi cet effet-là, c'est-à-dire que même si moi je ne suis pas actif en recherche, étant directeur de recherche, je vais pouvoir signer les publications de tous mes thésards et donc augmenter mon nombre de publis artificiellement. Est-ce que là, l'effet rapport entre nombre de publis et vulgarisation n'est pas le même qu'entre grade en fait, bon, c'est aussi une possibilité, mais en fait, j'ai une réponse empirique à ça. C'est-à-dire ce qu'on a tracé, c'est le nombre. Enfin, alors, on a tracé d'abord le nombre de publications en fonction de l'âge des chercheurs, d'accord. Et alors, donc, il faudrait maintenant le faire en fonction du grade. Je suis aussi d'accord. Mais disons, en fonction de l'âge, il est étonnamment constant en fait. Il y a pour des raisons qui restent à regarder. Il est vraiment très très constant en fonction de l'âge du chercheur. C'est effectivement, on publie avec ses thésards, mais on doit publier moins qu'à 30 ans d'autres articles tout seul ou des choses comme ça. Enfin, ça se compense et c'est très très constant. Alors, effectivement, les DR doivent publier plus que les CR quand même. Ça, je suis d'accord. Mais en tout cas, il n'y a pas un effet de l'âge très direct. Ça, je suis d'accord.